Et ce soir, nous retrouvons Miloud Chenoufi. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, vous êtes professeur de relations internationales au Collège des forces canadiennes à Toronto. Alors, tout d'abord, comment interprétez-vous, d'un point de vue juridique, l'idée d'un contrôle de Gaza par les États-Unis? Peut-on y voir une violation du droit international, Miloud Chenoufi? En fait, il faut d'abord souligner que cette idée d'expulser les Palestiniens, Donald Trump l'a puisée auprès de la droite et de l'extrême droite israélienne. En Israël, dans le discours politique israélien, cette idée n'est pas nouvelle et elle n'est pas du tout absurde. Hein. C'est même une normativité fondamentale dans cette partie de la classe politique israélienne. Et puis, vous savez, ce n'est pas la première fois que les Palestiniens subissent un tel nettoyage ethnique. Rappelez-vous, 1948. D'ailleurs, une bonne partie des habitants de Gaza sont les descendants des Palestiniens qui ont été ethniquement nettoyés du reste de la Palestine. Maintenant, du point de vue du droit international, le déplacement forcé. Justement, j'allais vous poser la question, Miloud Chenoufi. Le déplacement forcé est interdit par les conventions de Genève. Quelle serait donc la responsabilité des États-Unis et de l'entité sioniste si un tel projet était mis en œuvre? En fait, du point de vue du droit, les États-Unis et Israël seraient en situation d'infraction parce que le déplacement forcé des populations ou le nettoyage ethnique est considéré comme un crime aux yeux du droit international. Maintenant, les États-Unis n'agissent pas au nom du droit, ils agissent au nom de la puissance. C'est-à-dire que pour Donald Trump, les États-Unis se situent au-dessus du droit international et n'a pas à respecter ni les conventions internationales, ni les normes internationales, ni les valeurs sur lesquelles repose le système international. Et donc, nous sommes dans une situation d'infraction systématique de ce droit. En fait, en agissant de la sorte, Donald Trump est révisionniste dans la mesure où la politique officielle des États-Unis jusqu'à présent, du moins sur le plan de la rhétorique, est de dire que la seule solution au conflit israélo-palestinien, ce sont deux États souverains. Donc la souveraineté palestinienne est reconnue. Si vous allez occuper Gaza et par ailleurs reconnaître la souveraineté d'Israël sur la Cisjordanie, c'est la deuxième partie importante des déclarations de Trump hier, que tout le monde a ignoré, mais il a également affirmé que les États-Unis allaient reconnaître la souveraineté d'Israël sur la Cisjordanie. Eh bien, cette politique officielle des États-Unis de la solution des deux États est soufflée de l'intérieur. Et à sa place, eh bien, on remet sur le tapis la thèse de l'extrême droite israélienne, à savoir nettoyage ethnique d'un côté, c'est ce que Donald Trump prépare pour Gaza, et un système d'apartheid en Cisjordanie, parce que, en attendant que les Palestiniens de Cisjordanie soient expulsés, et si la souveraineté israélienne est reconnue sur leur territoire, eh bien, ils n'auront pas de citoyenneté israélienne, et par conséquent, ça va être un système d'apartheid. Donc, nous sommes dans une violation de tout ce à quoi le monde a pu croire au XXe siècle au nom de l'émancipation et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Miloud Chenoufi, certains observateurs vont jusqu'à dénoncer une nouvelle tentative de nettoyage ethnique en Palestine. Cette initiative de Donald Trump s'inscrit-elle dans cette logique, selon vous? Ah, exactement. Vous prenez 2 millions de personnes, vous les expulsez du territoire qui est le leur pour qu'ils aillent s'installer ailleurs, et vous prévoyez faire de leur territoire une sorte de méga centre touristique. Vous savez, vous avez ici, bien sûr, de la cruauté, vous avez de la violation du droit international à travers un nettoyage ethnique systématique, probablement de la violence, parce que comment vous allez faire pour déplacer 2 millions de personnes? Aujourd'hui, le président Trump a backpédalé, si vous voulez, sur la question de l'envoi des militaires
américain. Oui. Même son ministre de la Défense, qui est connu pour être un fanatique religieux extrémiste, a déclaré aujourd'hui qu'il n'était pas encore question d'envoyer des troupes américaines sur place. Et Donald Trump a dit, en fait, c'est Israël qui va remettre aux États-Unis Gaza. Nous sommes dans un tel délire qu'on se demande s'il n'y a pas des problèmes de santé mentale en jeu ici, parce que comment est-ce qu'Israël va procéder au nettoyage ethnique ou au déplacement de cette population-là? Alors, ils ont inventé un terme qui est cynique, qui est celui du départ volontaire. Mais un responsable israélien aujourd'hui même a dit qu'il faudrait que les militaires israéliens se préparent à assister les Palestiniens pour un départ volontaire. Il n'a jamais été question de départ volontaire chez les Palestiniens. Donc, si les militaires israéliens interviennent, c'est pour les forcer à partir, et s'ils ne veulent pas partir, les tuer éventuellement. Et donc, dans tous les cas de figure, nous avons affaire à un nettoyage ethnique. Et toutes les réactions, en tout cas des Palestiniens de Gaza qu'on a eues depuis cette annonce, ils sont tous unanimes quant à un refus et un rejet catégorique de se déplacer outre leur terre. Milou Tchenloufi, certains observateurs également comparent ce projet de contrôle de la bande de Gaza et de déplacement forcé des Palestiniens à la déclaration de Balfour de 1917, où une puissance étrangère donc déciderait du sort des Palestiniens sans consulter, ou plutôt de la Palestine sans consulter son peuple. Voyez-vous une continuité historique dans cette politique d'ingérence et d'occupation? Exactement, avec un élément supplémentaire, c'est celui de la déshumanisation systématique des Palestiniens. Vous savez, pendant le premier débat entre Donald Trump, qui était alors candidat, et Joe Biden, qui était encore président des États-Unis, Trump a utilisé le mot palestinien comme insulte en disant que Joe Biden est un Palestinien et lui reprochait qu'il ne soutenait pas suffisamment Israël, alors qu'on sait que le génocide des Palestiniens commis par Israël n'aurait jamais été possible sans le soutien actif du président Joe Biden. Donc, cette déshumanisation montre qu'on est bien loin de toute forme d'empathie nécessaire à une paix juste qui rétablit les Palestiniens dans leur souveraineté. Et c'est par cette déshumanisation qu'on puisse penser à quelque chose d'aussi cruel que celle de déplacer 2 millions de personnes qui viennent de subir un génocide et sur le lieu du génocide, construire un centre touristique. Parce que c'est ça ce qu'il prévoit Trump. Et ce n'est pas nouveau. Hein. Des informations filtrent pour dire que l'été dernier, dans des conversations avec Netanyahou, il avait été question de quel type d'hôtel on allait construire à Gaza. Bien sûr, ça ne va pas nécessairement se produire, hein, parce que ça va être extrêmement compliqué. Et Donald Trump va avoir tout le mal du monde à convaincre son propre camp. Parce que parmi les réactions aux États-Unis, vous trouvez qu'au sein même du Parti républicain, eh bien, il n'y a pas un grand enthousiasme pour ce projet. Il y a eu une voix ou deux, mais la plupart des responsables républicains qui se sont exprimés ont fait part de leurs réserves quant à ce projet-là. Il n'en reste pas moins que la cruauté de ce projet-là témoigne réellement d'une déshumanisation. Et vous savez, la déshumanisation est une condition sine qua non au génocide, au nettoyage ethnique, au meurtre de masse et à toutes les formes de violation du droit international. Et puisque vous en parlez aussi, Milou Tchenloufi, on l'a vu dans certains plateaux occidentaux notamment, on évoque déjà, hein, on le ramène des experts en tourisme, et on évoque déjà l'investissement dans la bande de Gaza, dans le secteur touristique, bafouant donc toutes les chartes internationales et tout respect pour le peuple palestinien. Qu'est-ce que cela vous évoque-t-il ?
Pour moi, très franchement, hein, en tant qu'universitaire, j'essaie toujours de trouver des termes convenables pour parler des phénomènes que j'essaie de comprendre. Mais ici, je ne peux pas utiliser des mots autres que barbarie. Euh, un expert qui va sur un plateau de télévision pour discuter de projets touristiques sur le lieu d'un génocide, pour moi, c'est le summum de la barbarie. Et vous savez, le colonialisme, historiquement, a été l'une des formes les plus terribles de barbarisme dans l'histoire. Et ce n'est pas parce que le colonialisme actuel, dont sont victimes les Palestiniens, pas uniquement à Gaza, se déroule au XXIe siècle, qu'il est moins barbare que celui du XIXe siècle. C'est la même logique, spoliation, dépossession et meurtre de masse. C'est de cela qu'il s'agit. Donc toute personne qui parle de Gaza sans tenir compte de la situation inhumaine à laquelle sont réduits les Palestiniens, eh bien, fait preuve de barbarie. Malheureusement, le monde laisse faire, et le monde arabe, y compris le monde arabe, laisse faire. Les États arabes, à part quelques-uns, ne veulent pas prendre les responsabilités comme il se doit sur ce. Et justement, Milou Chinoufi, comment aujourd'hui la communauté internationale peut-elle réagir face à une telle annonce qui bafoue donc les principes du droit international et les résolutions onusiennes? En fait, regardez, pour le moment, la réaction, en tout cas sur le plan des positions officielles et de la rhétorique, a été le rejet systématique et généralisé. Vous avez une convergence mondiale pour rejeter ce projet-là, qu'il s'agisse des États, qu'il s'agisse des organisations multilatérales internationales ou qu'il s'agisse des ONG un peu partout dans le monde. Bien sûr, le président Trump n'a pas d'égard à la communauté internationale. Sinon, il n'aurait même pas envisagé, par exemple, d'aller acheter le Groenland ou reprendre le canal de Panama, puisque ses partenaires les plus proches en Amérique du Nord et en Europe sont plutôt sceptiques par rapport à ce genre de politique. Et donc, le président Trump n'a pas d'égard pour la communauté internationale. Ce qui peut le freiner, c'est la dynamique interne aux États-Unis. Et je crois qu'il aura du mal à trouver des partenaires, en tout cas dans son propre camp, pour mener à terme une telle politique, surtout si cela implique l'envoi de troupes américaines. La communauté internationale ne veut pas, en fait, prendre ses responsabilités sur cette question-là. Par exemple, en Occident, la reconnaissance de l'État palestinien. La reconnaissance de l'État palestinien est quelque chose que ces États-là peuvent faire, mais ils ne le font pas. Arrêter des livraisons d'armes et participer à l'isolement d'Israël, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire et ils ne le font pas. Dans le monde arabe, des États qui ont normalisé les relations avec Israël peuvent rompre les relations, mais ils ne le font pas. Dans le monde musulman aussi, vous avez des pays qui ont des relations diplomatiques avec Israël et pourraient les rompre, ils ne le font pas, alors que des pays comme la Bolivie, comme la Colombie ont été beaucoup plus courageux, l'Afrique du Sud également, ont été beaucoup plus courageux en la matière que ces États-là. Donc c'est vrai que la marge de manœuvre n'est pas très large, mais même celle qui est offerte à ces États-là, eh bien, ils se refusent de le faire, un peu comme si on accepte de sacrifier tout un peuple juste pour garder ou entretenir des relations cordiales avec un État qui, aujourd'hui, ne cache plus ses visées impérialistes. Et puisque dans cette même optique, Milou Chinoufi, vous me tendez la perche pour vous poser une nouvelle question, les États-Unis censés jouer un rôle de médiateur prennent ouvertement ainsi position, ou plutôt parti dans ce conflit. Comment cela affecte-t-il aujourd'hui la perspective de paix et de justice en Palestine? En fait, les États-Unis n'ont jamais été un médiateur honnête dans ce conflit. Jamais.
les présidents américains, même ceux qui, comme le défunt Jimmy Carter, ont montré une certaine empathie à l'égard des Palestiniens, restaient très proches des thèses et des approches israéliennes du conflit. Donc de ce point de vue-là, je veux dire, il faudrait comparer ceux qui sont très pro-israéliens et ceux qui le sont extrêmement. Ce que nous voyons à l'heure actuelle, c'est un gouvernement, une administration américaine qui pousse à son extrême limite son biais pro-israélien, à un point tel que maintenant, ce sont les thèses de l'extrême droite israélienne qui deviennent la politique ou qui potentiellement vont devenir la politique officielle du gouvernement américain. Et réagissons au propos de Donald Trump. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde contre une épuration ethnique. Nous en avons parlé au début de cet entretien. Et si un État aujourd'hui censé donc venait à occuper Gaza, même sous prétexte de stabilité, cela ne constituerait-il pas une nouvelle forme de colonialisme imposée au peuple palestinien ? En fait, les Palestiniens vivent une situation de colonialisme depuis 1948. Et vous savez, l'un des théoriciens du sionisme révisionniste qui est le plus extrémiste de toutes les formes de sionisme, Chaim Jabotinsky, qui est le maître à penser des premiers ministres de droite israélienne et un maître à penser de Netanyahou, définissait en 1923 le projet sioniste dans la région comme un projet colonial. Il le disait clairement dans ses écrits. Donc la situation coloniale n'est pas nouvelle pour les Palestiniens et ils ont subi toute la panoplie d'injustices qui accompagne toute forme de colonisation, de peuplement. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. La pire forme de colonialisme, oui, c'est la colonisation de peuplement parce qu'elle suppose, oui, en fait, la substitution d'un élément ethno-identitaire à un autre élément ethno-identitaire, ce qui signifie, en des termes plus clairs, que la colonisation de peuplement est génocidaire par nature, et c'est exactement ce que subissent les Palestiniens. Mais Lucien Loufi, il y a eu aussi aujourd'hui la réaction du mouvement de résistance palestinien Hamas qui a indiqué qu'avec de tels propos, l'administration américaine jetait de l'huile sur le feu. Pensez-vous que cette annonce puisse renforcer les tensions dans la région et conduire à une escalade incontrôlable du conflit ? En fait, je ne crois pas que ça va créer une escalade parce que je ne vois pas quels vont être les acteurs qui vont participer à cette escalade. Les nouvelles autorités en Syrie ont accepté volontairement de se plier à la volonté israélienne et à la volonté américaine dans la région et ont scindé en deux le fameux axe de résistance. Je vois très très mal d'autres acteurs dans la région participer à quelque forme d'escalade. Sauf si il s'agirait plutôt du côté israélien d'aller de l'avant avec encore plus de destruction dans la Cisjordanie et essayer de mettre en œuvre ce projet d'expulsion. Bien sûr, la probabilité que cela se produise reste limitée parce que je ne vois pas comment des pays comme l'Égypte et la Jordanie acceptent de participer à un tel nettoyage ethnique. Le président Trump a dit qu'il n'allait pas leur laisser le choix, donc il va exercer beaucoup de pression sur eux. Pardon ? Comment cela se fera avec le refus exprimé par ces pays ? Eh bien, l'Égypte et la Jordanie, ce n'est pas compliqué. Les pressions se feront sur les questions de l'aide économique. C'est aussi simple que ça. Mais je crois que même avec cela, ça ne va pas fonctionner parce que le coût politique que les autorités jordaniennes et égyptiennes vont payer à l'interne est trop élevé, est beaucoup plus élevé
que l'aide économique américaine qui leur parvient. Et comme je vous l'ai dit, comme il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme aux États-Unis pour un tel projet, je ne sais pas si Trump lui-même va pouvoir le mettre en œuvre. Autre question, Milou Chenoufi, cette annonce de Donald Trump a provoqué une vague d'indignation mondiale. Pensez-vous que cela puisse marquer un tournant aujourd'hui dans la mobilisation internationale pour la cause palestinienne? En fait, malheureusement, regardez, l'ONU, par exemple, a été assez exemplaire sur la question palestinienne depuis le début du génocide. Les ONG aussi. Plusieurs États, notamment des États occidentaux comme l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, la Suède, etc. Et puis bien sûr d'autres pays en Amérique L'Afrique du latine, Sud, en Amérique latine aussi. etc. Donc de ce point de vue-là, ces États-là, eh bien, leurs convictions vont être renforcées par ces projets-là. Les autres maintenant, et là je pense à des pays comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme d'autres pays qui n'ont pas joué le rôle qu'ils prétendent pouvoir jouer sur la scène mondiale durant ce génocide, eh bien Vous faites l'absurdité. allusion aux membres permanents du Conseil de sécurité notamment? Exactement, oui, exactement. Là, j'inclus aussi la Chine, la Russie, etc. Eh bien, ces États-là, eh bien, face à un projet aussi délirant, aussi extravagant et aussi attentatoire au droit international et aux valeurs humaines les plus fondamentales, ils n'avaient pas d'autre choix que de le rejeter. Est-ce que cela va les amener à changer leur position et à adopter une position un peu plus ferme pour imposer une solution qui rétablisse les Palestiniens dans leurs droits et leur souveraineté? Ça, malheureusement, je ne le crois pas. Très bien, je vous remercie pour vos réponses, Miloud Chenoufi. Merci à vous, au revoir.